Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. PSG Rennes demain à 17 h au Parc des Princes, les Parisiens qui vont retrouver la maison pour la première fois depuis l'élimination contre le Bayern. Et juste avant de partir avec leur sélection pour la trêve internationale du mois de mars, qui est très bien connue, appréciée même des supporters parisiens et des joueurs, parce qu'à chaque fois c'est une bouffée d'air frais, à un moment de la saison où l'atmosphère commence à devenir délétère au PSG, puisque je rappelle cette statistique absolument piteuse, on est sorti en 8e de finale de la Ligue des Champions sur 5 des 7 dernières éditions. Cette année, on n'a pas dérogé à la règle, on est sorti de manière piteuse, et l'atmosphère est bien naze, à commencer par cette affaire qui a pris une tournure, un écho mondial hier soir, puisqu'on a touché à Lionel Messi, cette histoire de l'entraînement de mardi. Vous en avez probablement entendu parler, vous avez aussi votre avis. Est-ce que ce qui a été raconté est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il faut tirer de cette histoire? C'est pas la première en matière d'extra-sportif cette saison, qui a été quand même très garni. Pour un duo Galtier-Campos qui voulait remettre une culture du travail, quand tu vois la seconde mi-temps d'un point de vue physique qu'on fait à l'Allianz Arena, je parle même pas techniquement et en termes d'implication, bon, c'est compliqué. Et en termes de discipline, bien évidemment, tu as quand même une multitude d'épisodes, plus que sur les autres saisons. Même Kimpembe, fin janvier, a désavoué publiquement son entraîneur avec l'histoire des vice-capitaines. Je ne sais pas si on se rend compte, parce que Kimpembe, c'est pas un mec qui fait des histoires. Là, carrément, il a fait la story Insta. Bon, bref, on va revenir sur tout ça. En fait, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire en elle-même. Si Messi est parti, est-ce que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est plutôt tout ce qu'elle a engendré. Parce que c'est un super point d'ouverture pour parler d'un des plus grands fléaux du foot moderne, un combat qu'un Daniel Riolo, par exemple, dénonce à longueur de journée, les gens qui supportent les joueurs et plus les clubs. Commençons par faire un point. Tout a commencé jeudi. Absence de Lionel Messi à l'entraînement. RMC nous dit que sa présence contre Rennes n'est pas remise en cause parce qu'il n'a pas de pépin physique. Donc jeudi, il n'était pas à l'entraînement, ça s'est avéré. On ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs. Ensuite, vendredi, hier, 17 h, Jamel 56, pas journaliste, revendique rien, est juste un tweetos qui a eu des bonnes informations sur la durée, depuis le début de la saison, sur les compos, sur les groupes, les absents, l'état d'esprit, les entraînements et tout ça. Et donc, il nous balance une bombe sur Twitter hier. Messi a quitté l'entraînement mardi car il n'était pas content de ce que Galtier proposait. Il est rentré chez lui, même si Galtier a tenté de le retenir en vain du coup. Ensuite, tu as le père de Messi, donc Jorge, qui a démenti tout ça en story Insta, je crois. Alors, il a démenti donc ce truc de Jamel, les 600 millions que l'Arabie Saoudite proposerait à son fils, et aussi l'info comme quoi ils auraient des exigences un petit peu démesurées auxquelles le PSG ne souhaiterait pas répondre pour la prolongation. Donc voilà, package, il t'a fait 3 démentis en story Insta. L'équipe reprend, annonce que oui, Messi a écourté la séance mardi, mais pour problème musculaire. RMC ajoute derrière qu'il était en soins mercredi. Là, évidemment, les réseaux sociaux sont impardonnables. Ils sont allés revoir les photos que le club a lui-même postées sur ses réseaux. Messi, bingo, était avec tout le reste du groupe à l'entraînement mercredi. Ça, pour moi, c'est le truc le plus guignolesque dans l'histoire. Franchement, que Messi ait quitté l'entraînement ou quoi, on n'est plus à ça près, quoi. C'est une histoire qui ne m'énerve pas. Mon avis est très clair dessus. Mais franchement, que ce soit vrai ou faux, j'en ai rien à foutre. Voilà, pour vous dire la vérité, avec ce club, on peut s'attendre à tout de toute façon, vu le feuilleton Amraoui Diallo dans la section féminine la saison passée, tout ce qui nous a touché depuis le début de l'RQSI, franchement, plus rien ne me surprend et plus rien ne m'atteint, disons, avec ce club. Mais là, c'est ça qui me fait trop rire dans cette histoire, c'est faire fuiter dans la presse qu'il était en soins mercredi parce que mardi, il est sorti blessé de l'entraînement, alors que tu l'as toi-même posté, en fait, avec tout le monde mercredi. Bon, bref. Et donc, RMC, derrière, a ajouté que certaines sources au club disent que oui, Lionel Messi n'était pas content d'avoir des courses défensives à faire sur un atelier proposé par Christophe Galtier. Donc voilà un petit peu l'état des lieux. Depuis, il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois qu'il y a Romain Molina
donc journaliste youtubeur, qui a confirmé l'info de Jamel56 à la base. Mais avant de savoir si c'est vrai ou faux, quel est le problème là-dedans, comme je disais, plus gros fléau du foot actuel. On a des anonymes qui se sont mis à insulter les gens qui ont sorti ces informations, qui les ont harcelés, qui les ont menacés sur Twitter et tout ça, pour un milliardaire, un millionnaire, tout ce que vous voulez, qu'on n'a déjà rien à branler de leur existence et rien à branler du PSG. En résumé, on a eu une masterclass absolue des supporters de joueurs et évidemment que le PSG est le club le plus touché par ce fléau parce qu'on l'a cherché aussi à empiler les stars, on a ramené toute leur communauté de merde parce que c'est la vérité en fait. Les débats aujourd'hui sont complètement stériles parce que d'un côté, t'as les supporters de joueurs qui viennent, qui sont pas objectifs, qui racontent un petit peu n'importe quoi pour défendre leur gourou et surtout, qui sont insultants. Parce que tu peux avoir un parti pris, tu peux avoir un agenda à mener, bon bref, c'est des trucs des réseaux sociaux, quoi. T'as des gens qui ont des vies de merde et qui essayent un petit peu de mettre du piment dedans en s'attaquant aux autres, en se comparant, en faisant je sais pas quoi. Mais en fait, le pire, c'est que c'est de l'irrespect à chaque fois les débats avec ce genre de personnes. Et de l'autre côté, quand tu essayes de mener des constructions de réflexion qui s'éloignent un petit peu de ce que tout le monde pense, parce que l'opinion publique, c'est pas forcément la vérité en fait. Voilà, l'opinion la plus partagée, c'est pas forcément la réalité. Et dès que tu commences à prendre le problème dans l'autre sens, à mettre en avant des arguments que personne met en avant, ça te taxe de léosexuel, de chemin du roi Neymar, et puis même, il y a une communauté aussi qu'il ne faut pas délaisser, c'est les fans de Mbappé. Les fans de Mbappé. Il y a aussi sur Marco Verratti, pareil. Donc en fait, tu vas d'un extrême à l'autre. Premier problème, c'est il n'y a pas de juste milieu. Tu es soit dans un extrême, soit dans un autre. Et tu peux pas trouver de juste milieu parce que c'est de l'irrespect, c'est que de l'insulte. Ça n'écoute pas ce que les gens disent en face. Donc ça, c'est un gros problème, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, ensuite, au PSG, on rappellera que sur chaque dossier, tu peux accuser tout le monde, en fait. Dans ce club, alors t'as Galtier, sa communication, le fait qu'il a complètement échoué tactiquement dans ses séances. Messi, tu peux dire qu'il en a rien à foutre du club. Neymar, l'hygiène de vie. Même Mbappé. Ça s'entend les gens qui disent oui, Luis Campos, Galtier, c'est parce que Mbappé, il a voulu avoir du pouvoir comme jamais aucun joueur n'a eu sur un club, en fait. Tu peux tomber sur Nasser, tu peux même tomber sur les Qataris, comme je le disais hier. Tomber sur Nasser, pour moi, ça revient à tomber sur QSI. Quand tu demandes le départ de Nasser, pour moi, ça revient à demander la vente du club, que QSI parte. Parce qu'on sait très bien que si Nasser part, il sera remplacé par un Nasser en moins bien. On connaît les Qataris, on sait comment ils fonctionnent. On sait très bien qu'ils ne placeront pas un président par ses compétences, par son expérience, par ses connaissances du foot, mais par sa loyauté vis-à-vis de la cour machin chouette à Doha. Donc, c'est compliqué. En plus, de toute façon, tout ça, t'as les fans de joueurs, mais particularité au PSG, les mecs qui sont fans, par exemple, des jeunes. Ça, c'est un fléau, en fait. T'as des mecs qui mettraient les jeunes titulaires, tous, sans regarder leurs performances, sans regarder les défauts, parce que tous les jeunes en ont, en fait. Et dès que tu commences un petit peu à toucher à ces titis, ça y est, t'es pas un supporter, t'es un enfant pourri gâté, tu veux pas de projet long terme, tu comprends pas comment gagner la Ligue des Champions. Même là, en fait, t'as deux extrêmes et pas de juste milieu, pas de demi-mesure. Le projet Île-de-France, pareil. Ça, c'est les lubies annuelles au sein de la communauté et même du club, parce qu'en réalité, tout ça, c'est nourri par Nasser. Aujourd'hui, tout le monde... Alors, il y a eu la finale de Coupe du Monde, parce qu'en réalité, c'est vrai. Aujourd'hui, l'équipe qui représente Paris, c'est certainement pas le PSG. C'est l'équipe qui a fini la finale de Coupe du Monde le 18 décembre dernier. Parce que c'était quasi que des Parisiens, en fait, ou d'Île-de-France, ou d'Évreux. Bon, c'est le 27, c'est proche. Voilà. Alors, bon, il y avait aussi des blessés qui faisaient que ces joueurs étaient là, mais c'est une réalité. Maintenant, de là à vouloir
faire de la nationalité, du lieu de naissance, le critère principal pour recruter, mais c'est de la folie en fait. Mais qu'est-ce que c'est que ce niveau d'analyse? Qu'est-ce que c'est que ce niveau de débat? Cette stérilité absolue. Tout le monde aura toujours réponse à tout. Voilà. T'as les fans de jeunes, et de l'autre côté, ben, tu peux leur balancer dans la gueule en fait. Ça s'entend. Les jeunes, quand on leur a fait la place, ils nous ont pissé dessus. Tanguy Kouassi, Adrien Rabiot. D'ailleurs, là, aujourd'hui, tu as une nouvelle lubie, vu la saison qu'il fait. Ok, il fait une grosse saison, une très très belle Coupe du Monde. Hein. La Juve, il est vraiment énorme. Mais ceux qui veulent le retour de Rabiot. Voilà. Mais tout et n'importe quoi. Tu entendras tout et n'importe quoi dans cette communauté. Donc voilà un petit peu mon coup de gueule par rapport à cette affaire Lionel Messi, état des lieux sur les supporters, où aujourd'hui c'est très compliqué de peser le pour et le contre, de mettre de la nuance, d'être un petit peu dans la demi-mesure. Voilà. Soit tu es ultra optimiste, soit il faut pas toucher le club parce que QSI a mis des millions, parce que sans eux on jouerait la relégation et donc on doit leur être éternellement reconnaissant et pas remettre en cause tous les choix désastreux qu'ils ont fait sportivement. Mais parce que ils sont désastreux sportivement, parce que ces choix ne sont pas sportifs, sont politiques bien évidemment. Bon bref, c'est toujours le même problème. Bon alors, revenons à Messi, hein, parce que de toute façon, cette histoire, si elle est vraie, prenons-la, vous en faites ce que vous voulez, vous croyez ou pas Jamel RMC, mais on va quand même se mettre dans l'idée que c'est vrai pour essayer de tirer les bonnes conclusions en fait. Comme pour le penalty gate cet été. Tu pouvais incriminer Mbappé, c'était à la mode. Voilà, par exemple, Mbappé cet été, il en a pris pour son grade. Pas de problème, c'était mérité, hein. Sur le penalty gate contre Montpellier, le comportement qu'il avait eu. Moi, je reste persuadé que s'il joue pas le match contre Clermont, je crois, c'est celui-là qui loupe, c'est parce qu'il avait une blessure diplomatique. Voilà. Je le dis, c'est peut-être mon côté complotiste, mais moi, j'en suis persuadé qu'en début de saison, il y a eu un problème en interne avec lui pendant le mercato. Quand il s'énerve par exemple sur une action de Vitinha contre Montpellier où il arrête de courir et alors que s'il avait continué, bah, il aurait eu une occasion de but. Voilà. Bon, tomber sur Mbappé à ce moment-là, c'était à la mode. Mais il y a aussi Neymar en face qui like des trucs publiquement sur Twitter qui disent que c'est le club de Mbappé, que c'est lui qui dirige. Ça c'est pareil, c'est guignol en fait, c'est nul. T'es bête Neymar. C'est la vérité. Le pivot gang, pareil. Pivot gang. Galtier, il a été désavoué publiquement, en fait. En story Instagram, comme avec Kimpembe, l'histoire des vice-capitaines. Je sais pas si on se rend compte. Et ça a carrément été un tournant de la saison, parce que le système à 3, on l'a plus revu pendant 2 mois après. On a changé de système pour un joueur parce que ça lui plaisait pas. Remarquez, Galtier lui devait bien ça, puisqu'il doit à Mbappé son poste. C'est la réalité. Galtier a été nommé par Luis Campos, qui a été nommé par Kylian Mbappé dans la prolongation. Et c'est pour ça d'ailleurs que cet été, enfin, je vois pas comment Galtier peut rester. Doha, c'est un entraîneur qu'ils n'ont pas voulu, c'est pas eux qui l'ont choisi. C'est la première fois que c'est arrivé. Et surtout, ça colle pas du tout avec leur vision du foot. Enfin bref, je l'ai déjà développé. Alors, il y a quelque chose dans cette histoire que je trouve bizarre, c'est à ce qu'il serait parti parce qu'il ne voulait pas faire les efforts défensifs sur un atelier. Bon, si c'est ça, Messi, 99% fautif, voilà, pas de problème à le dire. C'est honteux, tout simplement, voilà, se plaindre, partir comme ça. Si c'est vrai, si c'est avéré, c'est absolument honteux. Je ne sais pas quelle disposition prendre, mais en réalité, on est sur une histoire du niveau de Serge Aurier, Périscope en fait. L'entraîneur est désavoué. Là, c'est pas publiquement, tu vois. C'est une différence avec le pivot gang. Mbappé, il l'a fait en story Insta devant tout le monde. Mais s'il l'a fait à l'entraînement, il est parti. Si ça avait pas fuité, on l'aurait jamais su. Et ce serait resté entre eux. Mais quand même, ça n'en reste pas moins assez honteux. Parce que si de l'autre côté, il serait parti se plaignant des séances de Galtier, les trouvant pas assez intenses, pas assez développées, là on aurait compris en fait. J'aurais pris le parti de Messi parce qu'on le sait très bien. La vérité, c'est que t'es Messi, je l'ai déjà dit. Si cette histoire est vraie, c'est honteux et Messi est coupable. Mais de l'autre côté, il faut pas oublier que Messi... si tu te mets à sa place, réfléchir à prolonger, ne pas prolonger au PSG, en fait, c'est logique. Je l'ai déjà développé. La saison passée,
il a vu Di Maria et Paredes, ses grands potes argentins, partir pour pas être remplacés, pour avoir un effectif encore plus faible que l'été dernier. Le projet ne tourne pas autour de lui, c'est Mbappé à 100%, alors que quand tu es le meilleur joueur de l'histoire, c'est ce que je pense de Lionel Messi, bah ça peut se comprendre en fait, que tu n'aimes pas avoir à pas te cacher, mais à jouer pour les autres, surtout Messi, qui a toujours été un joueur de système, et on l'a vu, il gagne la Coupe du Monde en ayant toute une équipe qui court après lui. Et puis surtout, le match aller contre le Bayern, on peut tout me dire. J'ai défendu l'approche de Galtier. Mais enfin, si tu te mets à la place de... Là, en fait, je me mets à la place de Messi. Je parle pas en tant que supporter, en tant que Romain, de je ne sais quoi. Je me mets à la place de Messi, qui est déjà footballeur, donc qui ne réfléchit pas comme nous, et qui réfléchit en ayant les accomplissements. Moi, derrière moi, c'est pas tous les trophées de Messi, en fait, qu'il y a. Lui, il a la carrière, il a le statut qui entre, en fait, en jeu quand il réfléchit. Et tu vois, le 4-4-2 qui a été pondu contre le Bayern, il l'a envoyé au casse-pipe, Galtier, en fait, Lionel Messi. Il l'a envoyé au casse-pipe sur le match aller. Parce que Galtier, il avait que Mbappé en tête, et il a eu aucune autre solution. Tu pouvais, par exemple, titulariser Ekitike pour avoir un point de fixation devant, permettre un petit peu à Messi d'être un petit peu plus libre entre les lignes. Donner ce rôle à Solaire, si Ekitike te plaît pas, si tu l'as pris en grippe. Mais non, au final, il a envoyé les deux, Messi et Neymar, au casse-pipe. Et donc, en fait, si tu te mets à la place de Messi, c'est logique qu'ils ne veulent pas prolonger. Après, nous, ça ne nous dérange pas. Hein. Ici, on est pour sa non-prolongation, et puis s'il veut se barrer, il veut se barrer. Ensuite, en plus, on n'oublie pas que la saison passée, il a été sifflé au Parc des Princes, et qu'à chaque fois, il est fait bouc émissaire. Parce que ça, c'est pareil. C'est encore un problème de la communauté. À chaque fois qu'il y a un échec, ça te prend un bouc émissaire. La saison dernière, je trouvais que c'était vraiment Neymar. Ça a été très axé Neymar. Même si Messi a aussi été sifflé et n'a pas été épargné, c'était vraiment Neymar. Là, cette saison, c'est Verratti et Lionel Messi. Mais vraiment, hein, les boucs émissaires. Alors que, en fait, tu prends le problème dans le mauvais sens. Et tu réfléchis comme les dirigeants, en fait. C'est réfléchir comme eux. Voir le foot à travers les stars. Penser que gagner, c'est avec les stars. Perdre, c'est à cause des stars. Tout est à cause d'eux, tout est avec... Non! On a perdu, c'est un tout. C'est comme contre City 2015-2016, on perd pas parce que Zlatan. Il y a des joueurs qui font des prestations piteuses. Zlatan loupe évidemment des occasions franches face à Joe Hart. Mais voilà, t'en as d'autres qui font des erreurs impardonnables à ce niveau-là de la compétition. Et c'est faux d'avoir comme prisme ces stars, ces individualités dans l'analyse en fait. Il faut faire un petit peu plus global, général, et arrêter avec ces histoires de bouc émissaire. Comme demain, j'espère qu'ils ne vont pas siffler que Lionel Messi. Si tu veux les siffler, siffle toute l'équipe, pas un seul en fait. Bref, bon, voilà un petit peu mon avis, ça fait 18 minutes de vidéo. J'avais peur que cette vidéo soit trop courte, mais j'arrive jamais à m'arrêter. Passons à ce PSG Rennes. Ramos, Marquinhos, Hakimi, Mukiele, Soler absents. Super, on en revient aux défenseurs qu'on n'a jamais recrutés, je l'ai toujours dit, hein, cet été on est resté sur Skriniar tout le temps, on a proposé 50, ils en voulaient, à 60 c'était bouclé pour moi. Voilà, mettre 50 ou 60, c'est la même chose. Dans tous les cas, c'est surpayé en fait. Pour un an de contrat Skriniar, 50 millions ou 60 millions, les deux cas de figure, t'as surpayé. Mais pourquoi tu veux pas mettre 10 de plus? Jamais compris ça. Pourquoi tu vas pas sur des plans B? Et cet hiver, pourquoi tu reviens là, avec cette lubie, tout le temps, Skriniar, tout le temps, alors que ton entraîneur te dit non, on va faire confiance aux jeunes, on n'a pas besoin de défenseurs. C'est ça, 15 jours après, on est sur Skriniar pendant 2 semaines, pour au final, de l'autre côté, peut-être donner raison à notre entraîneur, puisque du coup, on propose à peine 10 millions, mais pas 15 que demande l'Inter. Moi, je comprends pas ça, en fait. Et ne venez pas me dire, là, les gens qui disent oui, il faut arrêter de céder aux exigences, mais... Ça me fait tellement marrer parce que Skriniar, 6 mois de contrat, que tu les payes 8, 10 ou 15, mais c'est pareil les gars en fait, c'est pareil. C'est comme cet été, 50 millions comme ce qu'on a proposé, parce que ça c'est ce qu'on a proposé, je crois même qu'avec les bonus c'était 55. 50 ou 60, 65, mais c'est la même chose en fait. T'es tellement haut dans les prix pour un an de contrat que ça change rien, on n'est pas à 10 millions près dans ces sphères-là en fait. Voilà, dans tous les cas c'est surpayé, c'est la réalité.
C'est comme Vitinha, 40, c'est surpayé et ça le restera toujours. Parce que c'est un joueur, j'en suis persuadé, qui n'atteindra jamais le top niveau. Qui ne pourra jamais être un titulaire en puissance d'une équipe qui vise à gagner la Ligue des Champions et qui la remporte. Tout simplement. Voilà, c'était surpayé. Désolé. Bon, alors pour ce qui est du 11, je pars sur Donnarumma, défense à 4, là on est obligé, on n'a pas de défenseur. Pembele, ça me saoule de le mettre latéral droit parce qu'il est beaucoup mieux en piston, parce que meilleur offensivement. C'est dommage. Je me souviens, dernier match de Tourelle au PSG contre Strasbourg, je crois qu'il marque. Il fait la passe décisive en rentrant pour le 201e but de Mbappé qui pète le record là, contre Nantes il y a 15 jours. Offensivement, il est bien meilleur que défensivement parce que c'est compliqué. Hein. Souvent un petit peu en retard, un petit peu au duel mou. Danilo Bichabou en défense, pas le choix. Nuno Mendes à gauche. Verratti, Zaïre Emery, Fabian Ruiz, que je préfère à Vitinha parce que, en fait, Vitinha est constant dans la neutralité. Ruiz, il va avoir 20-30 minutes où il va vraiment apporter quelque chose. Après, ces 20-30 minutes, tu les payes derrière parce qu'il a un creux physique qui fait que il a un trou noir et après, tu le perds complètement, quoi. Contre Brest, ça a été ça. Contre le Bayern, ça a été ça. Contre le Bayern, il fait un vrai début de match, Fabian Ruiz, quoi. Il fait un vrai début de match Ligue des Champions. Mais ça dure 20 minutes. Tu veux faire quoi avec ça? Après, c'est le trou noir. C'est pas possible, en fait. Et puis devant, je pars avec Messi, Mbappé et Ekitike. Moi, j'aimerais bien voir Ekitike quand même titulaire, parce que de toute façon, si c'est pas lui, c'est personne d'autre. Solaire est blessé. Donc voilà, puis le duo Messi-Mbappé. Ce qui m'embête, c'est du coup mettre Ekitike sur ce côté droit avec Pembele, ce qui fait que ton pôle de créativité va être exclusivement à gauche avec les courses de Nuno et Mbappé. Messi qui aime bien revenir vers l'intérieur pour aller chercher justement ce côté gauche. Verratti idem. Et du coup sur le côté droit, c'est compliqué quoi. Pembele est latéral donc un petit peu bridé. Ekitike pareil, il est un peu seul. Zaïre Emery quand il a le ballon, c'est compliqué pour lui de faire des différences parce qu'il n'y a pas grand monde qui propose. Zaïre Emery, ce serait le premier qui profiterait du recrutement d'un ailier droit. Hein. Voilà, tu fais revenir Moussa Diaby. Moi, je pense tout de suite à la passe que Zaïre Emery fait pour Pembele en début de seconde mi-temps contre Brest la semaine dernière, qui est pleine de personnalité, que Vitinha n'a absolument jamais fait de la saison, que Fabian Ruiz fait dans ses quarts d'heure fous, mais au prix d'une demi-heure de trou noir juste derrière. Donc voilà, pour demain, la composition. En 4-4 de losange, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, cette équipe, tactiquement, on n'est plus à ça près. Hein, c'est plus trop les débats. Bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain pour le débrief, bien évidemment, de ce match contre Rennes. Ciao les amis.